On se retrouve aujourd'hui, nouvel épisode. On a dans notre 11, dans le 11 de En Vrai FC, on a déjà un gardien qui est Emmanuel Neuer. Donc lui, il va nous sauver les buts. On a quelqu'un qui va créer un peu tout au milieu de terrain. On espère. Paul Pogba. Maintenant, on a besoin de quelqu'un dans la surface, quelqu'un devant pour marquer tout ce que Pogba et d'autres créeront au milieu de terrain. Pour le numéro 9 du 11 du En Vrai FC, c'est Radamel Falcao. Magnifique. El Tigre. El Tigre. Et pour ceux qui comprennent pas trop le maillot que je porte, le maillot de Santa Marta, la ville à laquelle il est né, que j'ai eu la chance de visiter. Donc je m'attendais à le croiser, bon. Je voulais faire la légende d'aller, comme quoi il m'a donné le maillot, machin, mais bon, il a jamais joué là-bas. Peu de créatures ont autant de charisme que le tigre. Et peu de créatures possèdent des griffes aussi meurtrières que lui. Radamel Falcao, on a choisi lui pour représenter notre 11 parce que on a énormément de choses à dire sur Radamel Falcao. Ouais. Moi de base, c'était un joueur que j'aimais beaucoup au début et je l'aimais bien quand il jouait, quand il était sur le devant de la scène, je l'adorais. Et on en reparlera dans l'épisode, mais j'ai l'impression de, malgré le fait que je l'aimais bien, je suis passé à côté d'un truc. Ouais. Tellement le visionnage de tous ces matchs m'a fait découvrir un joueur incroyable. C'est carrément ça, parce que pareil, je vais pas dire que je l'aimais particulièrement bien, dans le sens où c'était genre un bon joueur que j'aimais regarder, mais sans plus, j'ai jamais vraiment plus regardé que ça. On va revenir sur un des matchs qui m'a fait un petit peu mal au cœur quand même, où il m'a un peu tué. Mais j'aimais bien Falcao, et en regardant les vidéos, je me suis dit, ah, vraiment, en fait, on est sur l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Ouais. En tout cas, meilleur attaquant, ça c'est certain. Il est dans le top, dans mon top 10 des meilleurs attaquants que j'ai vu jouer au final. Ouais, Et ça fait plaisir. En qualité pure, ouais, on a vu beaucoup de choses incroyables. Mais alors en plus, c'est au niveau de l'aura, au niveau de ce qui dégage de la... C'est un joueur, quand tu le vois, et surtout quand tu le vois à l'époque Porto, Madrid, Monaco, j'ai envie de dire, il est sympathique. Ouais. T'as envie de l'aimer, t'as envie d'être derrière ce mec, t'as envie qu'il soit dans ton équipe. Quand il jouait encore, quand tu le découvres, pour toi, Falcao, est-ce qu'il représentait ça déjà ? Est-ce qu'il représentait cette image du mec que t'as envie d'adorer, quoi ? Non, quand je regardais justement, c'était moi quand j'ai vraiment connu Falcao, c'est la saison où il prend l'Europa League avec Atlético Madrid, parce que c'est une compétition que je suivais à cause de l'Athletic Bilbao, une équipe que j'aimais beaucoup, qui pour moi c'est la meilleure génération selon moi qui est passée par l'Athletic Bilbao, qui va jusqu'en finale, et là c'est pour ça que je parlais du match qui m'a tué. T'as Falcao qui fait un match incroyable. Ouais, bon, on en reparlera. Ça, mais c'est oui. certain. Et c'est à ce moment-là où je le vois. Et en gros, pour moi, c'est un méchant. Vraiment, c'est ce truc de... C'est le méchant de l'histoire qui vient et un assassin. Donc, j'avais pas cette aura de mec super... comment dire ça bien ? Super cool, en fait. Ouais, je peux comprendre. Après, je pense que j'avais à peu près la même idée, je m'en souviens pas exactement. Et c'est en me repenchant sur son histoire, sur ce qu'il a fait avant, comment il a découvert, qu'est-ce qu'il est plus jeune, etc. Tu découvres un mec que t'as à chaque fois que tu découvres une nouvelle chose ou que tu vois un match de Falcao, j'ai l'impression que t'as envie d'en voir plus. Ouais. À chaque fois que tu vois un match, tu fais « Oh, il est incroyable, j'ai envie de voir le prochain pour voir s'il est toujours aussi fort. » Et il est toujours aussi fort. Il devient même de plus en plus fort. Et ça en fait, ça m'a permis, moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de regarder les matchs pour cet épisode. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas exactement Falcao ou qui n'ont pas toujours eu la chance de le voir jouer quand il était au top. Déjà, nom complet, parce qu'on parle de Falcao depuis tout à l'heure, de Radamel Falcao. C'est pas son nom. Radamel Falcao, en fait, c'est son prénom. Ouais, ça, c'était la plus grosse découverte. Parce qu'en fait, normalement, il s'appelle, si on prend que son premier prénom et son nom de famille, normalement, il s'appelle Radamel Garcia Zarate. Falcao, c'est juste son second prénom, parce que son père, qui était footballeur aussi, qui s'appelait du coup Radamel Garcia King, ça c'est extraordinaire aussi. Magnifique. Mais son père était footballeur, sa mère était prof, mais son père était déjà footballeur professionnel, était fan de Falcao, un ancien milieu de terrain brésilien
très 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 fort des années 80 qui joue à la Roma et au Brésil. Son père était fan, il a décidé de donner le surnom de Falcao à son fils en deuxième prénom. Et c'est devenu son nom d'usage et c'est devenu même le nom sous lequel on le connaît. C'est Alors que c'est le nom sur le maillot, c'est tout ça, alors que c'est juste son deuxième prénom. Ouais, et alors j'ai découvert aussi que c'était son père a un peu insisté quand il était jeune pour qu'on l'appelle Falcao en fait, toujours en honneur du joueur. C'est pour ça que c'est devenu un peu usuel, toujours l'appeler comme ça. Et après pour le symbole, parce qu'en Amérique du Sud on aime bien les surnoms, on aime bien les trucs qui claquent, qui représentent des choses. Falcao, ça ressemble un petit peu, c'est pas la traduction, mais ça ressemble un petit peu à comment dire faucon ou aigle, etc. Et bah, c'est un buteur, c'est un mec qui est devant, qui traîne dans la surface, qui en plus est plutôt bon de la tête. Donc ça représentait beaucoup de choses qui collaient à son personnage. Donc c'est pour ça qu'il a eu ce surnom. Autre point, c'est un truc qui m'a surpris quand j'ai redécouvert ça, parce que j'avais souvenir d'un mec, comme je disais, qui va assez vite, qui se fait jamais bouger dans la surface, qui marque des buts de la tête tout le temps. Ouais. Combien il mesure, Radamel Falcao ? Je te dirais, comme ça, vu de nez, 1m75. Ouais, il fait 1m77. Il fait exactement ma taille. Voilà. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand je voyais les matchs de me dire, mais donc là, c'est un mec qui fait exactement ma taille, qui est en train de passer au-dessus de défenseurs d'1m90 pour aller mettre des têtes, pour aller mettre n'importe quoi. Et c'est assez incroyable de se dire ça parce que il a un physique en fait, banal. C'est ça le truc. Comme tu dis, il a ce physique entre guillemets banal, alors que dans l'imaginaire collectif, on va le comparer à quelqu'un comme Cavani, comme quelqu'un de très très grand, très athlétique, alors qu'au final, non, pas tant que ça. Ouais, bah parce que tous les neufs de ce profil-là, qui traînent dans la surface, qui sont bons de la tête, bons à la limite du hors-jeu, comme tu disais, ouais, c'est toujours des mecs qui font 1m80, 85, 90. C'est ça. Lui, il est beaucoup plus petit. Et en fait, on voit pas la différence. Ouais. Et c'est assez fou de voir qu'il a réussi à compenser tout ça. Et alors, autre point, pour finir un peu la carte d'identité, c'est son surnom. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il était connu quand il est arrivé à Madrid, un peu à Porto, mais surtout à Madrid. El Tigre, le tigre. Ça, c'est... je sais pas si t'as vu, où est-ce qu'il l'a eu. Pas vu. Alors en fait, ça lui a été donné assez jeune. Ça lui a été donné quand il est arrivé à Porto, par un de ses coéquipiers, qui trouvait que justement, il jouait comme un tigre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on... On en reparlera plus tard peut-être, mais on en a parlé quand on a fait le visionnage des matchs. C'est un mec qui semble sur le terrain avoir vraiment un appétit de fauve. Il est attiré par l'odeur du sang. Il y a un match notamment où on sent que même s'il y a 2-3-0 déjà, il va pas juste attendre que ça se termine. Il y a plus d'un match où vraiment c'est un monstre ce mec. C'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il y a l'odeur du but, l'odeur du sang, ça devient effectivement El Tigre et il va te sauter dessus et il va continuer pendant 80 minutes. S'il peut en mettre 5, 6, il va continuer. Et alors le plus fou, c'est de voir, en étudiant un peu Radamel Falcao, c'est le décalage avec sa personnalité. Parce que on parle de Falcao, donc l'aigle, le tigre, etc. Un mec qui est prêt froid, un mec qui est un tueur, quoi. Ouais, qui tue. Bah, toi, il a tué ton Bilbao. Et visiblement, à l'extérieur de ça, c'est un mec très très timide, très réservé, très croyant, qui aime rien d'autre que d'être avec sa femme, ses enfants et d'aller à la messe le dimanche. Et en fait, c'est à l'opposé complet de cette image de tigre et de tueur dans la surface. C'est carrément ça. Et ça lui jouera des tours, on en reparlera après, mais ça lui a joué un petit peu des tours dans sa carrière. Mais ouais, c'est clairement le profil. Et comme tu dis, c'est pas ce qu'on imagine de Falcao. Parce que comme tu dis, il y a toute l'aura, tout le surnom, ce qu'on a pu voir de lui. Faut pas oublier aussi, c'est un Sud-Américain, donc il y a aussi cette image de l'attaquant colombien. Ça veut dire que il y a tout ça qui va avec. Et pourtant, comme tu dis, c'est un mec qui juste kiffe sa famille, pas besoin de plus. Et je pense que ça se ressent, je dirais, dans les choix de club, plus ou moins, parce que c'est pas le genre à aller dans un club, ou en tout cas en milieu de carrière, je veux dire ça comme ça. Il est pas allé dans les clubs les plus clinquants, les plus avec la plus grosse ferveur et autres. C'était vraiment le truc où il est bien là où il est et il va continuer ainsi. Ouais. Bon, il y a eu des raisons, on en parlera aussi, mais il y a d'autres raisons. Il y a des raisons qui ont poussé, ou peut-être qui l'ont empêché d'aller dans certains clubs, à un moment ou un autre, assez bien des blessures que d'autres choix, mais ouais. Et je pense que cette personnalité, c'est ce qui fait aussi, comme on le disait tout à l'heure, qui
qui fait qu'il est sympathique, ou qui paraît sympathique avec le temps. Parce que oui, effectivement, au début, quand tu ne le connais pas, et que quand il arrive à Porto, et que l'Europe le découvre, on se rend compte juste d'un attaquant qui court partout, qui marque 2 buts par match, qui est sur tous les ballons, qui est agressif, qui est toujours à la limite, etc. Donc on se dit, il va être dans la caricature de l'attaquant très égoïste, très un peu arrogant, comme on en avait des milliers à ce moment-là. Et c'est seulement avec le temps, plus tu vois des matchs, plus tu le vois, et puis on le voit faire des saisons incroyables à Porto, puis à Madrid, puis à Monaco. Et nous, en plus, en France, on a eu de la chance, on l'a vu à Monaco, donc il était plus accessible pour le public français. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est un mec qui est vraiment très discret, et ça le rend un peu attachant. Et quand tu commences à voir ce côté-là, bah, tu te rends compte sur le terrain qu'il a ce côté-là sur le terrain, qu'il est beaucoup plus collectif qu'il y paraît. Et ouais, je pense que c'est ce qui a joué aussi dans notre choix de prendre Falcao. Parce que... Bien sûr. Et parce que, évidemment, on va reparler de tous les autres joueurs qu'on a pu voir dans les différents visionnages qu'on a fait. Quand tu reprends dans le entre guillemets même style, on va voir un Carlos Tevez qui, lui, rien à voir. Tu vois bien que sur le terrain, comme en dehors, c'est le genre de mec où s'il peut penser qu'à lui, il ne pensera qu'à lui. Ouais. Et comme tu dis, Falcao, nous, on a pu le voir donc à Monaco beaucoup. En plus, il arrivait à une certaine période où Monaco se reconstruisait. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment tout ce truc de « Ok, les gars, je vais tous vous accueillir. Je vais tous vous mettre bien. » T'en as plein qui venaient de Porto, donc je pense qu'il y avait cet attachement aussi. La connexion avec Rames et tout. Et il y a tous ces petits éléments, en fait, qui, au final, qu'on va pas pouvoir voir directement. Mais je suis certain, maintenant qu'on a pu revoir tout ça, que il les a tous aidés à s'installer, à se sentir mieux. Et ça se ressent sur le terrain. Ouais, et on va en parler parce qu'il y a une évolution. Je pense que tu l'as noté aussi. Je sais pas si tu as regardé les matchs un peu dans l'ordre. Moi, j'ai essayé de regarder un peu dans l'ordre chronologique de sa carrière. Tu sens même l'évolution du personnage de buteur à vrai leader. Et à la fin, on sent que c'est vraiment un joueur qui... C'est pas le capitaine parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe ou c'est parce que c'est la plus grande star. C'est vraiment le capitaine parce que toute son équipe se bat pour lui et toute son équipe est prête à tout faire pour lui. Ouais, et on sent qu'il a construit ça au fur et à mesure de sa carrière. Il a construit tout ça et tu sens que c'est pas le genre de capitaine qui va vous crier tous dans le vestiaire, non. Vous crier dessus, pardon, dans le vestiaire. C'est plutôt le genre de capitaine qui, dès qu'il parle, on se dit quand même si là le capitaine est en train de nous dire ça, c'est que peut-être un truc a changé. Si on revient à Falcao, le joueur en lui-même et son style de jeu. Si tu devrais dégager 2-3 qualités principales. Pour toi, c'est quoi Falcao ? Je te dirais qualité principale, c'est son placement. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai regardé le truc. Et le sens du but, évidemment. Ouais. C'est vraiment ces deux points où, en fait, c'est... pendant le match, il y a un moment où il va se mettre au bon endroit et il s'est mis là parce qu'il sait que la prochaine frappe, c'est un but. C'est vraiment un truc où difficile à ressentir, difficile à voir, mais à force de regarder ses matchs, à force de regarder, de voir ses buts, tu comprends qu'il y a toute une science derrière. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus tu le vois, plus tu te rends compte que c'est pas nécessairement de la réussite ou de la chance. C'est ça. C'est un ballon repoussé par le gardien qui te retombe dessus, ça peut arriver une fois, c'est bien, t'es bien placé pour une fois. Quand ça arrive sur 7, 8, 10 matchs de suite, c'est que le mec a quelque chose que les autres attaquants ou que les défenseurs n'ont pas en fait. Et on sent qu'il y a, comme on en revient à ça, c'est vraiment le tigre, c'est l'instinct, c'est le... Il y a un truc un peu mystique où on a l'impression qu'il sent des choses que nous autres, on n'arrive pas à voir. Il y a ça, il y a... du coup, c'est visible aussi, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Moi, ça m'a sauté aux yeux sur le match, sur un des matchs à Monaco, un peu plus tard dans sa carrière, où il va, peut-être physiquement, il décline un petit peu. Il est jamais hors jeu. Oui. Et pourtant, il va en profondeur. C'est pas un joueur qui reste en appui, etc. Il marque beaucoup de buts en profondeur, en face à face avec le gardien. Il est jamais hors jeu. C'est-à-dire qu'il a une façon de se coordonner, une façon de lire les trajectoires, de lire la défense, de lire à quel moment il faut faire son appel ou non. Tu t'en parlais tout à l'heure, il y a Cavani. Cavani, il était fort là-dessus, mais il était souvent hors jeu. Il était très souvent hors jeu, parce qu'il n'arrivait pas toujours à se caler. Falcao, il est jamais hors jeu, c'est incroyable.
il est tout le temps bien placé. Il est toujours là où il faut. Et ça, et évidemment, comme on disait tout à l'heure, le jeu de tête. Non, le jeu de tête est incroyable. Et pareil, et comme tout à l'heure tu l'as dit, c'est un joueur qui est d'une taille normale. Donc son jeu de tête, c'est pas parce que il saute plus haut que les autres. Techniquement, on va dire, certains vont dire que si, regarde, il a 1m77, il saute plus haut. Non, c'est qu'il a un timing qui est intéressant. Je mettrai peut-être des images. J'ai regardé, c'est sur YouTube. Il y avait, je crois que c'est la Ligue 1, justement, on a de la chance pour ce truc-là en France, qui a fait une compile de tous les buts de Falcao à Monaco, notamment. C'est incroyable le nombre de buts de la tête où, en fait, il n'a pas besoin de sauter. Ou machin. C'est ça. C'est juste que tu vois la course et il va toujours avoir le petit pas en avant ou le petit pas en arrière qui fait que le défenseur est lobé ou que le défenseur se fait passer devant. Et après, il met la tête. Et lui, il est là. Ouais. Et il est toujours juste dans ce déplacement-là. C'est toujours le déplacement, toujours la science. C'est vraiment ça qui... Moi, c'est pour ça que je te dis que c'est ça qui m'a marqué, dans le sens où, quand je regardais, je me disais, mais au final, il n'est pas si rapide que ça. Dans le sens où on en a vu plein des joueurs qui sont vraiment rapides. Comme je disais là tout de suite, il ne saute pas plus haut que les autres. Il ne tire pas plus fort que tout le monde. C'est pas un Djibril Cissé qui va t'envoyer des frappes où ça te fait peur. Mais pourtant, tout le temps, ça rentre. Tout le temps, il est bien placé. Tout le temps, il met la tête. Tout le temps, il marque beaucoup de buts en dehors de la surface. Oui, il y a une justesse de frappe. Et je me suis dit, ouais, quand même, là, il y a un truc à étudier. Ouais, c'est ce qui le rend assez magique, j'ai envie de dire ça. Et aussi, j'ai l'impression de faire que des qualités d'un attaquant parfait, mais il est pas loin d'être ça, en fait. On verra, il y a 2-3 défauts après, mais il y a aussi le fait d'être très, très... c'est lié à ça, à ces déplacements, c'est la justesse des frappes ou des reprises en une touche. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de déchets sur des volées, demi-volées, même des remises, quand il s'agit d'enchaîner dans la surface. C'est assez incroyable parce que c'est pas un dribbleur, c'est pas un joueur qui va prendre le ballon et qui va éliminer 3 joueurs régulièrement. Il est capable de le faire sur une action et ça va être incroyable. Mais pas régulièrement, et comme tu le dis, surtout, et ça se voit parce que quand il touche le ballon un peu loin de la surface, c'est 1-2 touches max. Ouais. Parce que lui-même, il le sait, il le comprend, et c'est pas le mec qui va dribbler. Mais par contre, quand il va devoir faire un contrôle-frappe, contrôle, crochet-frappe dans la surface, c'est tout le temps parfait, ou pas loin. C'est toujours quasiment le bon choix. Et c'est cadré, en fait. Ça finit par une frappe tout le temps. Ça finit par une bonne frappe. Il n'y a pas de déchets. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est son utilisation du pied gauche. Parce que ça, c'est un truc où je pense qu'on le voit même aujourd'hui encore. Il y a plein de joueurs qui ont du mal à utiliser leur mauvais pied. Et lui, il y a des positions où tu te dis, normalement, un attaquant normal ou un joueur normal, il va faire une bonne passe de son pied fort pour assurer. Non, lui va t'envoyer une frappe enroulée du pied gauche parce que personne s'y attend, mais lui, il sait qu'il peut la mettre. Dans les buts iconiques, il met quasiment les deux mêmes. À 2 mois d'intervalle, il le met en finale contre Bilbao, puis en finale de Supercoupe d'Europe contre Chelsea, les deux avec l'Atlético Madrid. Et c'est la même chose, je pars en profondeur un peu côté droit, je reviens sur le pied gauche et j'enroule dans la lucarne opposée. C'est exactement ça. Et tu fais, il sait tout faire. Ouais. Et c'est... Ouais, c'est... c'est Falcao, c'est-à-dire que tu sais que plus tu t'approches des buts, plus c'est dangereux. Plus c'est dangereux et il faut absolument pas le laisser toucher 2 fois le ballon. Peut-être qu'une fois, il va pouvoir faire un contrôle et la remettre, mais si tu lui laisses... une fois qu'il sait ce qu'il veut faire, c'est bon, il a quadrillé ce qu'il voulait faire. Et il trouvera toujours une position de frappe, en fait. Moi, il me fait penser... alors, c'est peut-être une référence pour vieux, c'est pour ça encore... dans ce genre-là, il me fait penser à un autre attaquant sud-américain, un pays un peu plus au sud. Il m'a fait beaucoup penser à Gabriel Batistuta, dans cette capacité à toujours trouver une frappe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où il se retrouve dans la surface, bloqué, et à devoir faire des passes en retrait. S'il prend le ballon dans la surface, c'est qu'il va finir par une frappe. Peut-être qu'il ne marquera pas tout le temps, évidemment il n'a pas marqué tout le temps, sinon il aurait mis 10 000 buts, mais il va trouver quelque chose. C'est moins violent que Batistuta, mais c'est ça, c'est une qualité incroyable. Les limites, parce que je pense qu'il y a des limites, sinon il aurait 5 ballons d'or et on parlera pas de Lionel Messi. Mais Falcao, c'est quoi ses limites selon toi ? Ses limites, je te dis après...
comment dire ça bien, pour pas que ça sonne d'une façon contradictoire, mais j'appellerais ça son sens tactique, ou en tout cas son équilibre dans un jeu. Parce que comme on l'a dit, quand on est autour de la surface, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que pour construire, c'est le meilleur joueur? Pas nécessairement, en tout cas pas pour moi. J'ai l'impression il a appris à le faire un peu à la fin. C'est ça. Et en fait, c'était pas trop tard, mais surtout que il l'a pas fait par choix, mais par contrainte en fait. C'est ça, parce qu'il pouvait pas faire d'autres choses. Et évidemment, tu le vois, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est quand même un joueur assez intelligent, donc il comprend plein de trucs durant sa carrière et tu vois qu'il avance et qu'il change de style de jeu. Mais malheureusement, t'as l'impression que ça se heurte à un plafond de verre qui fait que, oui, c'est un très bon joueur, mais bon, difficile de construire autour de cet attaquant-là. Ouais, je pense que c'est un peu lié à pas mal d'attaquants, mais d'une époque un peu plus vieille que la sienne. En fait, j'ai l'impression qu'il fait partie des derniers d'un type d'attaquant qui appartient à l'époque avant. C'est-à-dire qu'il aurait été, je pense, encore plus fort quand il y avait un Shevchenko, quand il y avait des... j'ai plus les noms, mais même, parce que là, je pense à l'Italie, mais par exemple, un Vincenzo Montella, des mecs comme ça qui ont fait des carrières très, très incroyables. Lui, il aurait pu avoir, ou Batistuta, ou Crespo, il aurait pu être dans cette époque-là. Ouais, c'est juste un mec qui vient de cette époque-là, qui s'est retrouvé dans un jeu qui évoluait et qui a réussi à tirer encore un petit peu. Sur une petite dizaine d'années, il a rappelé aux gens que on jouait comme ça avant, on jouait comme ça, et là, et à la fin, ça a lâché parce qu'il vieillissait aussi, et il y a eu des blessures, mais il me faisait un peu penser à ça, un joueur un peu... en fait, c'est un joueur à l'ancienne, quoi. Ouais, à la... Comment je pourrais expliquer ça? Un peu à la meilleure... l'ultime évolution d'attaquant qu'il y avait avant, et qu'on n'allait plus avoir après, en fait. C'est un peu le dernier dinosaure. C'était le dernier de sa génération, entre guillemets, même s'il ne fait pas nécessairement partie de la génération à voir, parce que, comme tu me l'as rappelé juste avant, son début de carrière professionnelle, il est vachement tôt. Et donc, il correspond en vrai à cette génération-là. Et donc, c'est le dernier à faire ça. Mais sauf que, comme tu dis aussi, le football, il évolue. Et si ce genre d'attaquant, il se fait plus, c'est peut-être pour une raison, quoi. Ouais. Et dans les limites, il y a un truc que je me dis aussi, c'est qu'avec ce profil-là, je vais pas dire que c'est un joueur de grand club, parce qu'il a prouvé justement qu'il n'a pas été dans les grands clubs. C'est pas des grands clubs dans lesquels il allait, il a réussi. Mais c'est un joueur qui te demande c'est peut-être pas le bon mot, mais une dévotion complète. C'est-à-dire que si tu as Falcao dans ton équipe, tu es obligé de jouer, tu es obligé d'avoir 10 autres joueurs autour qui jouent pour Falcao. Tu peux pas faire de Falcao un élément de ton équipe, oui. Un élément, ou alors tu peux pas faire de lui ta deuxième, troisième, quatrième menace offensive. Tu es obligé d'être l'équipe de Falcao. Donc, clairement, et comme tu dis, dans les clubs qu'il a fait, donc je pense que ça s'est vu quand il a commencé à rentrer dans les clubs de la catégorie du dessus, entre guillemets, où là, les clubs, ils ont assez d'argent pour avoir 4 joueurs offensifs. On met ces 4 joueurs offensifs, et d'un seul coup, Falcao, on le voit moins. Ouais. Et on avait eu le débat dans le dernier épisode des joueurs de grands clubs qui deviennent très bons quand tu les entoures de très grands joueurs. Je pense que Falcao, c'est un peu l'inverse. C'est le mec qui, si tu le mets dans un club moyen, mais que tout est organisé autour de lui, il va te faire devenir un grand club, une grande équipe. Parce qu'il a des qualités qui font que il va te faire passer une étape. Ouais. Par contre, si tu le mets entouré de stars, du coup, ça graille un peu ce qu'il a à offrir. Et après, très sincèrement, et en revoyant tout ça, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne s'est pas... Après, je pense qu'on va arriver clairement dessus. Est-ce qu'il ne s'est pas raté en termes de choix de carrière? Parce que la période où il aurait pu être ce joueur qui s'adapte potentiellement avec ce qu'il a autour de lui, c'est à cette période-là où il est allé dans un projet autour de lui, donc celui de Monaco. Falcao García, un chico de 14 años, es la sensación, el máximo goleador del torneo Tutti Frutti en todos los tiempos. Empecé jugando en el barrio, donde vivía con muchachos en Santa Marta. Mi papá en ese entonces estaba jugando fútbol profesional y de todas maneras no tenía noción de lo que era eso, pero siempre me gustó el fútbol. Si on repart, du coup, si on fait un petit peu la liste de sa carrière, on en a parlé hors caméra. Début de Radamel Falcao García Zárate, c'est en Colombie, évidemment.
Et alors, truc incroyable, c'est qu'il a toujours, il a toujours un record qui ne sera certainement jamais battu. Parce que normalement, enfin, c'est des choses qui ne se font pas. Parce normalement. qu'on est en 1999, en Colombie, le petit club de Lanceros Boyacá, qui est en 2e division, qui est un peu en difficulté, décide de faire jouer un enfant de 13 ans en 2e division. Un jeune attaquant de 13 ans qui débute en pro, c'est Radamel Falcao. Donc en 1999, à 13 ans et 200 jours, je crois, un truc comme ça, il rentre dans un championnat professionnel. Dans un professionnel, mais ça n'a aucun sens. Donc il joue contre des mecs qui ont, Qui ont 20 ans de plus que lui. 25 ans, ouais, 20-25 ans de plus que lui. Et c'est pas juste un petit coup comme ça pour marquer un record, etc. Puisque c'est la fin de la saison, c'est toute fin de saison qu'il rentre. Mais la saison d'après, donc 2e saison pro, il a 14 ans. Il va aller jusqu'à ses 15 ans. Il va jouer 10 matchs de 2e division. Il va marquer 2 buts, déjà. Donc il faut se dire qu'en 2e division colombienne, en l'an 2000, il y a des gardiens qui avaient certainement 30, 35 ans, qui ont pris 2 buts d'un petit gamin de 14 ans qui arrivait et alors, j'essaierai de retrouver l'image parce que je l'ai vu. Il marque notamment un but de la tête dans la surface en venant. C'est fou. Et un but à la Falcao, en fait, quand tu connais la fin de l'histoire, tu vois le but et tu fais, mais oui, évidemment, c'est un but de Falcao parce que c'est un centre qui vient. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Il est tout seul au 6 mètres pour mettre une tête sans sauter, etc. et venir couper la trajectoire parce qu'il a senti le centre arriver. Donc voilà, si bien qu'à 15 ans, il est déjà repéré évidemment par River Plate, qui le fait signer. Alors si je me souviens bien, je crois que j'ai vu le chiffre, et c'est quand même incroyable pour un gamin de 15 ans, et surtout en l'an 2001, ils le font signer pour $500,000. Ah oui. Ce qui est énorme. Parce que, Après, ça se comprend aussi, dans le sens où on parle quand même, encore une fois, d'un joueur de 15 ans qui a 2 ans professionnels derrière lui, techniquement. On aura beau dire que oui, c'est 10 matchs, mais ça veut dire que c'est aussi potentiellement une saison entière à faire des entraînements avec l'équipe 1, à jouer avec des adultes. Et en plus, c'est quand même, on parle d'un talent, ou en tout cas d'un potentiel énorme. Donc c'est quelque chose quand même qui se comprend. On parle de River Plate. En Amérique du Sud, il y a 2 grands clubs qu'on connaît tous, River Plate, Boca. Au bout d'un moment, il faut savoir se placer. D'ailleurs, il finit à River Plate parce qu'il a été recalé, si je me souviens, il a été recalé de Millonarios, donc un club de Bogota. Un club colombien se dit c'est un peu jeune, c'est un peu cher, on va quand même pas tout de suite, c'est trop tôt. River, eux, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il arrive à River, du coup, à 15 ans, c'est pas pour jouer en pro, là, il s'est calmé un petit peu. Et je crois qu'il va attendre 3 ans. Donc il va faire toute sa fin de formation à River, parce que le niveau est peut-être autre que la 2e division colombienne quand même. Mais il commence et il arrive à River Plate en 2004, je crois 2004 ou 2005, 2004. Je crois que c'est 2004. Il joue ses premiers matchs et évidemment il marque ses premiers buts. Évidemment. C'est Radamel Falcao et tout se passe très bien mais il joue une dizaine de matchs si je me souviens bien. Attends, je vais vérifier. Je crois que c'était ça. Il joue une dizaine de matchs, une vingtaine de matchs au début. Puis vient première difficulté, ce que je disais qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'histoire de Radamel Falcao. 19 ans, il se casse déjà le genou. Ouais. Première blessure au genou. Et il va rester plus d'1 an sans jouer. Et il faut se dire, donc encore une fois, à ce moment-là, il a 19 ans. Donc c'est des blessures qu'on voit ou dont on parle souvent sur des joueurs qui sont un peu plus âgés. On en voit les conséquences sur leur fin de carrière. Là, on parle d'un joueur de 19 ans, donc qui est vraiment en plein début, en pleine ascension, et il a déjà ça. Évidemment, ça tombe en plus quand c'est un adolescent encore, c'est un fin d'adolescence, encore un petit peu en croissance, etc. Il reste quasiment un peu plus d'1 an sans jouer. Ça aurait pu, ça a ruiné la carrière d'énormément de joueurs. De plein de joueurs, Lui, c'est Radamel Falcao. Donc, on connaît la fin de l'histoire. Il revient, il remarque des buts avec River. Il y a notamment, après sa blessure, il revient, il met un triplé pour sauver River en Copa Libertadores, qui est la Ligue des Champions sud-américaine. Il regagne un titre avec River en tant que titulaire. C'est déjà là, c'est un peu un exploit pour un gamin qui montre que il s'accroche et il revient pour redevenir le numéro 9 de River Plate. Il faut, et c'est
comme tu dis, c'est un exploit. Et si je me trompe pas, le coach, c'est déjà Diego Simeone à cette époque-là. Peut-être pas au début, peut-être à la fin. Parce que je sais que sur la fin de sa période à River, il est avec Simeone. Et je crois que c'est après sa blessure, en tout cas, qu'il est avec lui. Et que tu as ce genre de coach qui, lui, aime ce type de joueurs qui vont se tuer à la tâche. Et qui croit aussi à ce type de joueurs pour la rédemption, où il n'a pas besoin d'avoir une star déjà en place. Non, on va faire monter la légende. Et ça se ressent beaucoup dans la façon dont il est traité à River Plate. Surtout qu'à cette époque-là, River Plate, je m'en souviens, moi, parce que ça faisait partie des clubs que j'allais voir tout le temps dans Football Manager. À chaque épisode, je vais dire ça. Mais parce que, en fait, le potentiel, le vivier est tel à cette époque-là en Argentine, et notamment dans ce club-là, que quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, il y a la nouvelle star qui s'en va. Mais parce qu'en fait, dans leur centre de formation, ils ont déjà le mec pour le remplacer. Il y a eu Saviola, il y a eu Pablo Aimar, il y a eu D'Alessandro, il y a eu Ortega, il y a eu Higuain. En fait, tous les ans. Ils ont toujours quelqu'un, quoi. Gallardo. En fait, il y a tout le temps un mec qui revient et tout le monde se dit oh là là, River a vendu sa nouvelle pépite. Non, t'inquiète, il y en a 3 encore. C'est le moment de partir en Europe, comme tout Sud-Américain qui se respecte. Et là, il décide d'aller, et on décide un peu pour lui, parce que ça commence déjà à ce moment-là d'avoir des histoires avec la fabuleuse prix propriété, les copropriétés, les droits du joueur sont à la fois détenus par les clubs, mais en même temps par des agences sportives. Agences sportives ou des trucs d'investissement, etc. C'est ça. Il finit à Porto. Alors, très bon choix, parce que Porto, c'est un club qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. T'es assuré de jouer quasiment tout le temps le titre dans ton pays. Ouais. Ah non, mais c'est Et c'est un moment aussi à l'époque où Porto a une filière argentine qui fonctionne plutôt bien. Dans les mêmes années, il y a Lucho, il y a un peu après, avant ou après, je sais plus, il y a Lisandro Lopez. Mais c'est vraiment plus même que Argentine, c'est, je pense, l'Amérique latine, tu vois. Où là, il y a un tas de joueurs qui viennent de là-bas, qui font leur classe là-bas. Et après, Porto, on connaît aussi, c'est la facilité pour tabler et cash out, sur tous ces joueurs. Ouais, et puis même au niveau de l'adaptation, il y a beaucoup de joueurs. Alors, c'est pas exactement la même langue, c'est en l'espagnol-portugais, mais il y a quand même des bases communes. C'est une facilité pour passer de l'un à l'autre si tu travailles un peu. Tu te retrouves dans un effectif aussi où il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de Colombiens, d'Argentins, etc., comme je disais. C'est ça. Donc, c'est facile pour venir chez toi, pour toi de venir à Porto, tu t'adaptes vite. Tu joues le titre tous les ans, donc tu joues une Coupe d'Europe aussi tous les ans. Et tu joues une Coupe d'Europe, donc tu peux te montrer. Et alors, Radamel Falcao, c'est là que le monde entier le découvre un petit peu. Parce que oui, la Coupe d'Europe, ça permet de te montrer. Et Radamel Falcao, à Porto, il va décider de se montrer très très fort. Ouais. C'est... alors je crois qu'on en avait parlé. On avait parlé de Falcao, vite fait, je crois, dans l'épisode de Neuer. Parce qu'il y a un Porto... il y a un Schalke Porto. C'est fort possible. Et je crois qu'il est là. Je crois qu'il rentre. C'est fort possible. Et je crois que Neuer fait un arrêt sur Falcao. Mais en tout cas, c'est sûr que oui, à ce moment-là, on le découvre vraiment tous. Et en plus, c'était la belle période où tu étais 3e de ta poule, tu finissais en Europa League. Donc, tu restais en Europe. Donc, ça veut dire qu'on lui demandait même pas de gagner la Ligue des Champions avec Porto. Et comme tu as dit, lui, c'était juste le but, c'était vas-y, montre-toi, gamin. Ouais. Et il se montrait. Et il se montre si bien qu'avec Porto, il va gagner notamment l'Europa League. C'est ça. En marquant à la finale. Et non, oui, alors il marque en finale, mais surtout il marque 17 buts sur sur l'ensemble de la compétition. Sur l'ensemble de la compétition, ce qui est toujours le record. Personne ne l'a battu. Et pourtant, on joue plus de matchs qu'à l'époque, parce que maintenant il y a la phase de poule, etc. Il y a 8 matchs que tu joues en avance, mais 17 buts en même temps. 17 buts. J'en perds les mots, là. 17 buts, dont la finale, il explose aux yeux du monde. Tout le monde se dit, mais qui est cet attaquant qui, à cette époque-là, encore les cheveux avec les cheveux longs, le petit serre-tête.
et qui plante, qui devient déjà un danger dans une équipe de Porto qui est super excitante à voir parce qu'il y a plein de joueurs qui sont incroyables. En fait, il est déjà très bien entouré, mais comme on disait tout à l'heure, c'est des joueurs qui aussi jouent pour lui au final. Ouais. Et tu parles des 17 buts, parce ça c'est un truc qu'il a répété dans plusieurs compétitions, plusieurs matchs. C'est parce que, comme on disait tout à l'heure, il a ce goût du sang. Ça veut dire qu'il y a des matchs où Porto, ils sont en train de mener 3-1, c'est la 80e minute. Eh ben, il va t'en mettre un doublé encore plus juste derrière. J'ai plus le match exact, mais je m'en souviens l'avoir regardé à moitié. Il y a un match avec Porto où il met un quadruplé ou un quintuplé, je sais plus. Et je crois que c'est, je sais plus, mais je crois que c'est celui-là où il met un quadruplé en mettant 2 buts après la 80e. Ouais, c'est ça. Et ça n'a pour moi aucun sens parce qu'à ce moment-là du match, tu te dis c'est bon, on est qualifié, c'est fait, c'est fini. Et non, lui, il enchaîne, et il enchaîne, et il enchaîne. Et il continue de le faire quand il arrive à l'Atlético Madrid. Il attire évidemment le regard de l'Europe entière. Clairement. On se dit tous où est-ce qu'il va finir, quel club de top Ligue des Champions va décider d'en faire son numéro 9. Et là, première petite surprise un peu de sa carrière, il va pas au Real, il va pas à Chelsea, à Arsenal ou Bayern. Atlético Madrid. Après, très sincèrement, moi quand je revois ça même rétrospectivement, je me dis ça a du sens. On connaît la lignée des attaquants de l'Atlético Madrid. On parle d'une période où on est passé par Forlán, Agüero, Torres. Ça a l'air d'être un choix qui est assez logique. Mais ça reste un club qui est un peu... Qui est moyen. Qui est bloqué et qui passe pas le cap, en fait. Clairement, et surtout que là, nous, encore une fois, je parle de manière rétrospective, on parle de l'Atlético que nous, on connaît, qui là joue la demi-finale de Ligue des Champions, joue les finales de Ligue des Champions. À ce moment-là, c'est pas cet Atlético-là. Et donc, c'est clairement en gros, c'est comme s'il restait dans la même catégorie de club, juste dans un meilleur championnat. Ouais, et le choix, ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure. Ça fait partie c'est le fait que c'est pas notamment que lui qui décide de ses transferts, ou en tout cas qui prend l'argent au moment des transferts. Il y a aussi des sociétés d'investissement qui sont qui récupèrent ses droits. Et on va dire qu'Atlético Madrid est le meilleur deal pour un peu tout le monde, à la fois lui, pour ses propriétaires, aussi bien le club que les sociétés, et aussi que son agent, qui est déjà Jorge Mendes, le fabuleux Jorge Mendes, qui a décidé qui va s'y retrouver sur cette affaire. Mais en tout cas, il arrive à l'Atlético et il s'arrête pas, il continue. Il enchaîne et je dirais même qu'il fait encore mieux. Il fait mieux parce que les regards sont encore plus braqués sur lui. C'est ça. Il est dans un championnat où il y a une opposition qui est autre que le Benfica et le Sporting. C'est ça. Et tu le vois quand il joue contre Barcelone et quand il joue contre le Real Madrid, il va quand même aller mettre ses buts. Quand il joue en Ligue des Champions, il va aller mettre ses buts. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est un joueur de grand match. C'est ce dont on parlait quand on parlait des deux épisodes précédents avec quelqu'un comme Neuer qui était bon dans les grands matchs en tant que gardien, c'est important. Là, on parle d'un attaquant, pareil, c'est aussi important qu'avoir un bon gardien. C'est grand match, tu mets un but, et c'est toi qui fais changer la donne. Oui, les grands matchs pour lui, c'est les matchs contre les deux grands clubs d'Espagne, et c'est souvent des buts. Alors, c'est pas souvent des victoires parce que l'équipe fait c'est encore autre chose. C'est pas l'Atlético actuel, mais voilà, il marque souvent. Et les grands matchs, les Coupes d'Europe. Et les Coupes d'Europe, il fait un truc assez incroyable. Je sais pas si beaucoup de joueurs l'ont fait dans l'histoire, j'ai pas vérifié. Mais il a été champion en 2011 avec Porto, Ligue Europa. Il arrive à Madrid, 2012. Il est champion. Ligue Europa, il la regagne avec Madrid aussi. Il la regagne avec un autre club. Ouais. Il est encore meilleur buteur de la compétition. Il met un doublé en finale. Il met un doublé où il tabasse Bilbao en finale. Il est, à ce moment-là, je pense qu'il est le meilleur numéro 9, ou du moins un des trois. Ouais, clairement. En tout cas, il est dans le top. Il est clairement dans le top. Il fait peur à tout le monde. Tout le monde le veut. Ouais. Et en plus, ce dont tu parlais tout à l'heure, il enchaîne avec un triplé en Super Coupe d'Europe. C'est ça, ouais. Il arrive on est en train de parler de 3 finales d'affilée où en gros il passe de 1, 2, 3 buts. C'est quoi la prochaine étape, quoi? Ouais, et surtout la finale de la Super Coupe d'Europe, c'est
Bah, c'est encore plus, on va dire, c'est un coup de poing un peu sur la table, parce que on commence déjà à ce moment-là de dire oh, ok, il est incroyable, il marque ses 30 buts en Europa League. Mais là, il a gagné, du coup, il va jouer contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Il va jouer contre Chelsea, qui est... c'est pas le meilleur Chelsea de l'histoire, mais c'est le Chelsea le plus solide. C'est celui qui a été gagné la Ligue des Champions contre le Bayern à Munich. C'est Drogba, c'est Petr Cech, c'est John Terry derrière, etc. Ça reste Chelsea avec tous ses grands joueurs. Et début de saison, premier match un peu officiel, Super Coupe d'Europe, il est tabasse. Mais il est... Et vraiment, là, il les a pas laissés. Et on parlait tout à l'heure de la vue du sang. Ah, il a vu le sang. Ouais, sur ce match-là, vraiment, ce qu'il leur fait, c'est abusé. C'est clairement ce qu'on disait quand on préparait l'épisode. Au bout d'un moment, tu as envie de regarder, de dire Radamel, arrête. Parce que c'est... Et il continue. Et il continue. C'est bon, il y a déjà 2-0, il y a déjà 3-0. Ouais, c'est pour ça qu'on en parlait. Il y a un match à voir. C'est un match que j'ai regardé ce matin pour finir de préparer. C'est un match de Liga à cette époque-là avec l'Atlético contre le Deportivo La Corogne. C'est un match de Liga normal. Il y a Diego Costa marque le premier but, Falcao marque le deuxième. Il y a 2-0. On sait que la Corogne ne reviendra pas. Le match est plié. On est censé finir ce match-là comme ça. Bah, il y a l'odeur du sang. Il y a Falcao qui est inarrêtable. Et ben ça va finir en 6-0 parce qu'il va en remettre 4. C'est-à-dire qu'il va finir le match avec 5 buts marqués. Parce qu'il a vu l'ouverture. Il a vu l'ouverture. Et les buts qu'il met, alors qu'il y a déjà 3-0, c'est il va se jeter pour récupérer un ballon un peu perdu dans la surface, histoire pour obtenir un penalty, parce qu'il passe devant le défenseur. Donc tu dis, tu te bats pour un truc qui n'était pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Il fait ça, il y a une frappe d'un coéquipier qui est repoussé par le gardien, il se jette sur la ligne pour la pousser dedans, alors que c'est un effort l'effort est beau, mais l'effort est un peu inutile parce qu'il y a déjà 4-0. Non, il y va, et 2 minutes après, il repart en profondeur, il va redribbler le défenseur, et il va frapper en force devant le gardien. Et à la 70e minute, il y a 6-0 parce que Falcao voulait absolument marquer, et il finit avec 5 buts marqués. C'est le Falcao de cette époque-là. Il est... c'est El Tigre. Il a tout le temps faim. Il veut marquer 10 buts par match, et il le fait, quoi. Et c'est ce que moi j'ai bien aimé, je vais dire ça comme ça, c'est qu'il marque un certain nombre de buts, soit à la fin de la mi-temps, soit à la fin du match. Ça veut dire que quand tout le monde se dit, ok, on va pouvoir aller se reposer, c'est bientôt la mi-temps, on va pouvoir poser le jeu, non, lui, il veut aller marquer un but. Quand tout le monde se dit, le match, il est plié, il y a déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, 4-0, 5-0, il dit, non, il reste 15 minutes, moi, je vais aller marquer un but. Et c'est tout ça, principalement l'Atlético Madrid, c'est surtout là-bas où ça se voit, et vraiment, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de ce monsieur pour être aussi méchant? Neymar qui va pouvoir lancer Falcao à la lutte avec John Stones. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est beau. L'exploit après le pénalty raté. On arrive après le tabassage de l'Europe et par l'Atlético. Moi, j'ai l'impression qu'on en est un peu au même point qu'après Porto, c'est juste que c'est confirmé. C'est-à-dire qu'on est toujours face à un attaquant qui a l'air beaucoup trop fort pour le club dans lequel il est, qui continue d'être trop fort dans les compétitions que ce club lui permet de jouer, et on a envie de le voir plus haut, en fait. Ah, mais là, c'est clairement le moment. Ouais. C'est le moment où il y a peut-être 5 clubs max où il peut aller, et c'est les plus grands clubs, ceux qui gagnent la Ligue des Champions. Parce que là, il en est au niveau où on lui dit alors c'est très bien, t'as gagné 2 fois la deuxième Coupe d'Europe, t'as joué 31 matchs, t'as mis 30 buts dans cette compétition, c'est bon, laisse-nous tranquille, laisse-nous jouer entre joueurs moyens. Maintenant, t'as plus rien à faire là, en fait. Champions, et continue les choix dictés par, malheureusement, peut-être pas sa volonté, quoique. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu sa personnalité, et peut-être qu'il n'avait pas vraiment super envie d'aller se frotter à la concurrence. Potentiellement aussi. Et aussi le fait que les propriétaires de ses droits n'avaient peut-être pas les offres qui lui permettaient de le faire. Il finit dans un club un peu surprenant, qui a beaucoup d'argent, ou du moins qui en dépense beaucoup à ce moment-là,
c'est l'AS Monaco. Ouais. Il arrive en Ligue 1. Il arrive en Ligue 1 pour concurrencer le PSG. C'est ça. C'est clairement, si je me trompe pas, le PSG, quand ça commence, c'est 2013, où le projet est vraiment bien mis en place. Et là, on est une année après. Ouais. Et il arrive, histoire de dire, les gars, maintenant... Monaco pose 60 millions à peu près sur la table. Ce que je trouve, pour le coup, même si on a énuméré les qualités de Falcao, je trouve ça énorme. À l'époque, c'est énorme. À l'époque, c'est pas énorme pour Falcao, parce qu'on se dit, si le Real Madrid ou le Bayern les pose pour lui, c'est justifié. À l'époque, c'est énorme. Ouais. Pour Monaco, parce qu'on n'est pas habitué à ce que Monaco arrive. Monaco se crée un projet incroyable. Et alors, arrivé en Ligue 1, moi je m'en souviens bien, parce qu'à cette époque-là, j'étais abonné aux chaînes qui diffusaient la Ligue 1, je regardais beaucoup, et j'aimais beaucoup Falcao, donc je regardais Monaco. Il est trop fort. Le problème, c'est qu'il retombe un peu dans il retombe un peu ce qu'il a connu au Portugal, en fait. Ah oui. Je pense que le niveau est à peu près le même. Il se retrouve dans un championnat dans lequel il n'a rien à faire. Les premiers matchs de Falcao, il tabasse tout le monde, et il est trop fort. Effectivement, il fait partie des joueurs qui ne devraient pas être dans ce club-là et qui devraient être chez le concurrent. Il devrait être au PSG. Ça devrait être lui le neuf du PSG. Oui. Là, lui, c'est le neuf du Monaco. Il est entouré d'une très bonne équipe, etc. Malheureusement, pas assez pour concurrencer. Et surtout, il se passe une nouvelle catastrophe. Un match de Coupe de France contre Chasselet, je crois. Ça, c'est les bons matchs de Coupe de France. Ouais, c'est un match de janvier, je crois. C'est un match de janvier ou février. Les matchs de Coupe de France contre une des quatre. Et il y a le défenseur de Chasselet qui le tacle dans la surface. Rupture du ligament croisé. Plus de 6 mois, 8 mois d'absence. Ouais. Il va louper la Coupe du Monde. Évidemment. Catastrophe en Colombie. Mais c'est... parce que, encore une fois, on parle d'une Coupe du Monde qui va se jouer au Brésil, donc pays frontalier. C'est un moment où la Colombie commence à retrouver une génération de joueurs quand même qui est assez intéressante. Ouais, il y a lui, il y a Rames Rodriguez qui est à Monaco aussi, qui était à Porto aussi. Il y a Freddy Guarín, il y a encore Mario Yepes derrière, Ospina. C'est vraiment... je crois qu'il y a Davinson Sanchez déjà qui commence un peu à arriver. On est vraiment sur Et c'est le joueur qui est censé... En fait, il y a une équipe qui est très solide, qui est très talentueuse à la Colombie. Et lui, c'est le joyau. Comme on le disait tout à l'heure, c'est l'équipe entière, le pays entier est construit pour que Falcao soit dans la surface et marque les buts. Et là, il n'est plus là. Donc, la Colombie fait une très belle Coupe du Monde parce qu'il y a Rames Rodriguez du coup qui joue la compétition de sa vie, qu'est-ce qu'il est fort, qui sur un mois qui joue sur un mois à un niveau qu'il n'a jamais eu avant et qu'il n'aura jamais après. Mais voilà, grâce à ça, mais il manquait Falcao. Et surtout, il manque à Monaco parce que ça veut dire qu'il va rester un peu moins d'un an, mais quasiment une demi-saison et le début de la saison d'après sans lui, sans jouer. Et c'est dommage parce qu'il avait des stats incroyables. Moi j'ai regardé, je crois qu'il avait avant qu'il se blesse, il est sur un but tous les 2 matchs en fait. C'est à peu près 18 matchs, 10 buts, un truc comme ça. Donc au moins, son rythme en fait, il est à son rythme habituel. Là aujourd'hui, Falcao a joué 630 matchs de sa carrière. Il a marqué 320 buts. Donc c'est un mec qui marque un but tous les 2 matchs. C'est ça. Tous les 2 matchs, tu sais que tu as un but de Falcao. Sachant que la moyenne a un peu baissé parce que maintenant il a vieilli. Parce qu'aussi il a fait des passages dans certains clubs où il a pas marqué. Voilà. Il y a des clubs qui ont plombé la moyenne parce que à cette époque-là, il est pas sur 0,5 de moyenne, il est plus sur 0,6, 0,7. Donc c'est voilà. Il se retrouve avec Monaco. Donc au final, son premier passage à Monaco, c'est 2 ans là, 2014-2015. Il est pas. C'est juste des regrets en fait, parce qu'on l'a vu même pas une trentaine de matchs. En fait, en cumulé, il joue même pas une saison. Quand il est là, il marque, mais ça amène pas de titre, ça amène rien, à part beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de salaire. Si bien que, pour essayer de récupérer ses sous, et parce que ça devient un peu...
c'est un moment un peu bizarre à Monaco où ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils essaient de calmer un peu les dépenses et le salaire de Falcao qu'il a fallu lui donner était un peu un problème. Il faut un peu s'en débarrasser. Ouais. Sauf que pour s'en débarrasser, il faut trouver des acheteurs. Et comment on en revient à là, c'est pas facile de négocier quand tu as 2, 3 sociétés différentes qui détiennent le droit des joueurs, plus un agent comme Jorge Mendes, qui trouve une embrouille, tout simplement pour éviter... Et il est en conflit avec les propriétaires de Falcao, et il veut pas que ces entreprises d'investissement touchent de l'argent sur le transfert. Donc le seul moyen et que ça soit lui qui touche l'argent, c'est-à-dire qu'il touche un pourcentage sur le salaire de Falcao, mais qui ne perde pas d'argent sur un transfert qui irait à quelqu'un d'autre, c'est de ne pas le transférer, mais c'est de le prêter. Ouais. Et il se retrouve à le balancer en prêt 2 années de suite dans des clubs qui ne sont pas vraiment faits pour lui. Et c'est surtout des clubs qui sont complètement malades à ce moment-là. Qui le sont toujours, d'ailleurs. C'est que... Manchester United, ouais. Et l'année d'après, c'est à Chelsea. Et quand tu regardes à Manchester United, il a mis 1 but. 4 toutes compétitions. Ah, parce qu'il y a eu des matchs de Copa, Carabao Cup, voilà, machin. C'est machin, mais en tout cas en championnat, il met que 1 but, malheureusement. Ouais. Et tu regardes, tu as l'impression en fait qu'on est déjà sur le downfall de Falcao, alors que il est censé être plus ou moins à son pic à cette période-là. Ouais, il est dans il a pas encore 30 ans, il est censé être au top, et on a l'impression qu'il est déjà fini en fait. Il a déjà passé sa meilleure période. Il se retrouve avec, par exemple, Manchester, il se retrouve avec un entraîneur qui veut pas de lui. C'est-à-dire qu'il se retrouve là et on ne le fait pas jouer. On préfère faire jouer on préfère faire jouer, je crois, c'est James Wilson qui joue à sa place. Mais de toute façon, c'était un environnement qui n'était pas fait pour lui dans tous les cas. C'est aussi ce dont on parlait, où là, on est sur un projet où il y a déjà 4 joueurs offensifs sur qui on compte. Donc, Falcao, pas Falcao, pour Manchester United, c'est un peu... c'est pas grave, en fait. Ouais, et puis c'est un mec qui, au final, a la réputation de ne pas avoir joué énormément depuis 1 an, parce qu'il avait le genou cassé. Un entraîneur qui veut pas de lui, donc il fait une saison dégueu à Manchester United. On le balance à Chelsea, où... Il marque un peu plus de buts, parce qu'il en met 4. Ouais, mais on veut pas vraiment de lui non plus. Et bien sûr que non. En fait, il est à Chelsea surtout parce que Abramovich rend service à son pote Jorge Mendes. Sauf que personne veut de lui, il joue pas, il est pas en confiance. J'ai l'impression qu'il a pas envie d'être là non plus. C'est-à-dire que autant le Portugal, Madrid, Monaco, ça lui plaît beaucoup. L'Angleterre, c'est pas... La météo de Manchester ou de Londres, ça a pas l'air d'être son kiff à Radamel. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais de ses choix qu'il a potentiellement voulu faire, c'est que je pense que la ville de Londres, comparée à la ville de Porto, de Madrid ou de Monaco, ça n'a plus rien à voir. Ouais. On en revient au truc c'est quelqu'un de très gentil, très timide, très réservé. Alors, j'ai lu pas mal d'articles sur cette période-là. Visiblement, c'est ça qui lui a joué des tours. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à donner ses droits à des sociétés parce qu'il n'avait pas trop osé se rebeller. Son père lui a dit de faire comme ça, il n'a pas trop voulu aller contre. Quand son agent lui dit d'aller à Manchester, il n'ose pas trop se changer d'agent, etc. Et il se retrouve un peu embarqué dans des galères. Donc il fait ces 2 années dégueu avec plein de blessures aussi. Il est souvent blessé, il passe la moitié de l'année. C'est ça en fait, c'est qu'il fait très 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 peu de matchs à cause de tout ça. Et on pense que ce moment-là, la carrière de Falcao a un peu disparu, comme plein d'autres attaquants qui sont passés dans ces clubs-là. Moi, ça me fait penser à Shevchenko à la fin de Chelsea, ou Torres un peu juste avant, qui est catastrophique aussi. En fait, on en a vu plein à ce moment-là. Ouais. On en voit plein. Et donc il se retrouve en 2016. Avec 2 années catastrophiques derrière lui, voire 3, parce qu'il y avait celle de la blessure à Monaco avant. Toujours en contrat à Monaco, parce qu'il a un très long contrat, et au final, personne ne veut de lui, il est toujours à Monaco, et il faut bien faire quelque chose. Et il revient à Monaco, et encore une fois, on parlait de son côté mental et des difficultés qu'il a pu passer. Et là, il prouve que les difficultés qu'il a eues depuis 3 ans, ça l'a fait grandir. Comme tu l'as dit, on croyait que sa carrière était un peu derrière lui.
il va peut-être sortir mon Falcao préféré. Ouais. Le Falcao de son deuxième passage à Monaco, parce que c'est le Falcao leader. C'est le celui-là. Falcao qui est capitaine. C'est le Falcao, au final, qui se met au service de l'équipe. Qui rend un peu, qui rend ce que tous les autres C'est ont ça. l'habitude de faire. C'est Là, il le fait un exactement peu ça. plus. Et du coup, les autres lui donnent encore plus, parce qu'il se bat pour eux aussi. Et ça donne une renaissance incroyable à Monaco et une saison incroyable. Bah, après, je pense que ça, c'est un truc que tout le monde, on l'a tous vu. Hein, et c'est C'est le titre de Monaco. exactement. Titre en 2017. C'est titre de Monaco, c'est une campagne de Ligue des Champions, c'est Des matchs de Ligue des Champions incroyables avec c'est contre City, l'aller-retour contre City. ensuite contre Dortmund. Ouais. C'est vraiment, mais en fait, c'est le Monaco qu'on a tous aimé avec un Benjamin Mendy qui explose, un Kylian Mbappé qui explose. Ben, c'est ça. Il y a Falcao. Falcao permet l'éclosion de Kylian Mbappé, en fait. Clairement. C'est Mbappé qui est sur le côté, qui tourne autour de Falcao et qui profite du fait que tu peux pas laisser Falcao tout seul ou en 1 contre 1 avec un défenseur. Et c'est ça, en fait. C'est que c'est ce dont on parlait en termes au tout début de l'émission, en termes de placement, parce qu'au bout d'un moment, ok, il a l'air d'être là, je vais le laisser tout seul. Ah, mais si je le laisse tout seul, là, il y a eu un but. Mm. Donc je vais devoir me mettre sur lui. Ah, mais maintenant, il y a l'autre là-bas sur le côté qui est en train de me faire des folies. Comment on fait ? Et en fait, petit à petit, ça donne des libertés à tous les joueurs autour de lui. Et c'est pour ça qu'on parle donc de l'éclosion de Kylian Mbappé. C'est pour ça que ce mec-là, il peut se permettre d'aller percer tout seul et d'aller marquer ses buts parce que t'as ton défenseur central ou même peut-être tes 2 défenseurs centraux, ils vont être concentrés sur Radamel, comment on fait ? Et il se révèle en vrai leader, en capitaine de cette équipe. Il les mène au titre, il les mène en demi-finale de Ligue des Champions. Il fait une saison, alors j'ai les chiffres, pour un mec qui a quasiment pas joué depuis 3 ans, il fait 39 matchs, 28 buts cette saison-là. Donc il revient, on retrouve le Falcao. C'est le Falcao qu'on attendait, ou en tout cas qu'on connaissait, et qu'on avait perdu pendant ces 3 années, que tout le monde pensait déjà fini. Et là, il est en train de montrer, de prouver que non. C'est encore, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est le joueur qui arrive à son pic. Ouais. Et en plus, comme on parle, donc pic mental, pic physique, avec toute une autre façon de jouer. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui lui permet de passer cette nouvelle étape. C'est que on le voit tout au long de sa carrière, c'est que au début c'est joueur de surface, ensuite autour de la surface, ensuite qui peut se permettre de rentrer au milieu de terrain, et là tu sens que maintenant il maîtrise tous ces points-là. Là, il a à la fois une expérience. Déjà, il retrouve des jambes. Il a de nouveau un physique qui lui permet de faire des efforts, de faire des courses, d'aller au pressing, de prendre la profondeur. Il retrouve vraiment une mobilité impressionnante. Il a une expérience et une justesse technique maintenant qui lui permet, comme tu disais, de revenir au milieu de terrain, de jouer presque 9,5, 10 sur certaines actions, matchs, ouais. pour relancer Mbappé, pour relancer Lemar, etc. Donc, il est incroyable et pendant toutes les saisons qui suivent à Monaco, il va rester ce capitaine jusqu'à une saison qui quasiment Monaco est relégué et lui il est toujours là. Il est toujours là, il va toujours les sauver, il va marquer encore ses buts pour son club. Et on le disait tout à l'heure, au final il a fait toute cette partie-là, cette première éclosion au top niveau et puis après ce retour dans des clubs moyens à qui il a permis de vivre des trucs qu'ils n'auraient pas dû vivre en fait. Ouais. Et bon, et après évidemment il y a plein d'autres, une fois que Monaco est parti, il continue, il va retourner marquer beaucoup de buts, encore une fois on reste sur le même schéma, il va aller marquer beaucoup de buts et gagner des titres en Turquie, en Super League turque. Et c'est toujours la même chez moi. Il va dans un club qui domine, qui est à la lutte, Et qui fait partie du top du championnat, et c'est ce qui leur permet d'être, en fait, plus ou moins, je vais dire ça comme ça, de se garantir un titre. Ouais, et il va continuer de marquer en Ligue des Champions, continuer de marquer en Europa League selon la compétition que joue Galatasaray. Reprendre un peu le rôle que Drogba a pu avoir aussi dans ce club-là.
que Icardi a maintenant, c'est cet attaquant trentenaire ou un peu plus qui t'amène ses 15-20 buts dans la saison C'est ça. et qui va faire les efforts, etc. Et qui a cette aura toujours de peur, de domination sur les défenseurs. Il va continuer après de sa carrière. Il va devenir quasiment meneur de jeu et super sub, remplaçant, super sub numéro 9,5, 10. Continue un club improbable pour un mec de la stature de Falcao, c'est au Rayo Vallecano. Au Rayo, mais ça, pour le coup, c'est vraiment improbable. Ça n'a pour moi pas de sens. Mais je pense que pour lui, c'était ce moment où il est en mode, de toute façon, maintenant, je veux juste jouer au football. J'ai lu un interview qui disait qu'il s'est, en tout cas, il dit qu'il s'est vraiment éclaté à Rayo Vallecano parce que la pression était moindre que dans les autres clubs. Clairement, Alors et qu'il avait- de voilà. toute façon, ça se ressent. Et c'est pour ça que je dis que Il est heureux. voilà, tu le vois qu'il est heureux, que il va pas bouder parce qu'il joue pas un match. Non. Il sait qu'il est avec des joueurs qui sont d'un calibre un peu moindre, donc il va pouvoir leur apprendre encore plus. Et c'est ce qu'on disait par rapport à sa personnalité, où ça se voit que c'est ce genre de personne qui est là pour apporter de l'expérience, pour apporter un certain discours, au-delà même de juste montrer à un petit jeune à l'entraînement que regarde, pour mettre une frappe, faut faire comme ça. Ouais, et en plus, il va en profiter, malgré le fait que c'est un tout petit club et qu'il joue plus beaucoup. Et il va continuer de marquer dans les grands matchs, il va continuer de marquer des buts face au Real, il va battre, alors je sais, j'ai pas vérifié, j'aurais dû, je sais plus si c'est le Barça ou le Real, mais il les bat avec le Rayo Vallecano, ce qui n'arrive jamais. Ce qui arrive plus ou moins jamais. Ouais, C'est Falcao qui marque. C'est lui qui est là pour mettre une frappe à l'entrée de la surface et c'est son habitude, quoi. Et maintenant, on est le 15 avril, Radamel Falcao, il a 40 ans. Et il joue toujours. Il est toujours il est au Millonarios. Donc ceux qui l'avaient refusé. Le club qui l'avait refusé quand il avait 15 ans, il est là-bas, en Colombie. Il continue de jouer, c'est le capitaine. Il a marqué encore en Copa Sudamericana. Et il a l'air de s'éclater, en tout cas. Il a l'air très très heureux de ce qui se passe. Donc c'est pour ça... un pur plaisir et content que ce soit notre attaquant. Je pense que c'est ce genre de choix. Ça représente bien ce qu'on aime dans le football. Mon joueur préféré, c'est Falcao. J'adore mucho. Il est toujours marqué un but. Ah, mais il parle bien français. Mieux que moi. Pour conclure cet épisode, je pense que de tous les joueurs qu'on a dans le 11, on en a révélé du coup 3 maintenant, pour l'instant, l'échantillon est maigre, mais pour l'instant, c'est celui qui m'a fait le plus plaisir de revoir. Parce que Neuer, c'était commun, on s'y attendait. Ouais. Pogba, on s'y attendait un peu. Falcao, je me souvenais qu'il était bon, je me souvenais pas qu'il était aussi fort. C'est ça, en fait, c'est une redécouverte, j'ai l'impression. C'est ce truc où, oui, on connaît Falcao, oui, si on l'a mis là, c'est parce que quand même, on sait que c'est quand même l'un des meilleurs attaquants. Mais à ce point, ouais, je savais pas. Ouais, et mais en fait, j'arrive pas. Moi, je l'aime bien parce qu'il me laisse un goût bizarre, un goût spécial. Mais le pire, c'est que j'arrive pas à le définir. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si c'est un mec qui aurait pu faire plus et qui, au final, s'est contenté de ce qu'il avait. Ou alors, si c'est un mec qui n'aurait jamais dû faire ce qu'il a réussi à faire, et c'est déjà extraordinaire vu tout ce qu'il a eu à endurer, en fait. Ouais. Et j'arrive pas à savoir si c'est ça. J'arrive pas à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ouais. Et c'est ça qui me le rend attachant, parce que je me dis, mais attends, il a marqué 50 buts dans tous ses clubs, il a marqué partout, il a gagné plein de trucs, et pourtant j'ai l'impression qu'il aurait pu gagner plus. Mais en même temps, ce qu'il a gagné, personne ne l'a fait, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que du fait qu'il nous a habitués en fait à marquer des buts, il nous a habitués à gagner des titres, évidemment on en veut plus. Ouais. Évidemment on va regarder le truc en se disant mais il aurait pu faire bien plus que ça. Mais déjà ce qu'il a fait, posons-nous sur ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais, et en fait en regardant les matchs à Atlético ou à Monaco, je me dis franchement ça aurait été le numéro 9 du Real ou le 9 de City. Est-ce que je l'aurais trouvé aussi fort, en fait? Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Je pense que... Et après, c'est... parce que pour savoir, je sais pas si... Non, moi,
on n'en avait pas parlé avant, mais en gros, on voulait potentiellement parler de Benzema, où c'est clairement cet attaquant du Real où pendant toute une période, on l'a tous regardé en se disant ouais, il est bon, mais sans plus. Il se faisait un peu chier dessus, même par ses entraîneurs, quoi. Exactement. Alors On se souvient de Mourinho qui dit j'avance avec un chat. Et comme il est au Real, et comme on s'attend à ce que t'es au Real, tu dois nous en mettre 40 par saison, tu nous en mets que 30, c'est pas assez. On a commencé à apprécier Benzema, ou en tout cas, on va dire le grand public a commencé à apprécier Benzema une fois que tout le monde était parti, qu'il avait pris ce rôle de leader. Et là, on s'est dit, ah oui, quand même, il est bon le garçon. C'est la même chose avec Falcao. Je pense qu'on est sur ce truc où s'il avait été au Real, au Barça, à Manchester City, on aurait regardé en disant ouais, sans plus, jusqu'au bout d'un moment, fin de carrière, en fait il était incroyable, ouais, c'est un peu tard quoi. Ouais, et encore une fois, je pense que c'est encore le truc de la psychologie de Radamel Falcao ou de sa personnalité. Je sais pas s'il aurait eu été aussi épanoui, s'il avait donné. Moi, il me donne le sourire. En fait, quand je le vois jouer, il a l'air tellement heureux de jouer à l'Atlético, de jouer à Monaco. Clairement. Et en fait, je le vois heureux. Il a l'air content de ce qu'il fait. Il a l'air content d'être là. Il s'éclate. Et moi, ça m'éclate aussi devant ma télé. Et je sais pas si d'avoir la pression de devoir gagner absolument championnat, Ligue des Champions, ça aurait etc. été différent, bien sûr. Ça aurait été différent. Parce que comme tu dis, moi, ce que j'ai kiffé, c'est quand il marque un but, et encore une fois, je parle pas du premier but dans un match serré, je te parle du 4e but dans un match qui n'a plus aucun sens, et tu vas le voir, il va crier, il est heureux, il court partout. Alors que de nos jours, tu mets un triplé, le 3e but, c'est tout le monde qui vient juste te congratuler. Et non, lui, c'était la grande glissade, je vais voir les supporters, et comme tu dis, il respirait une certaine joie quand il jouait dans ces clubs-là, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on peut encore plus l'aimer. Donc, maintenant que le 9 est révélé, prochain épisode, t'as l'équipe en tête ou pas ? J'ai une partie de l'équipe en tête. Après, moi, il y a un épisode que j'attends, je vais pas te mentir. Ouais. Il y a un épisode que j'attends parce que c'est... J'ai pas peur de le dire, c'est mon joueur préféré du 11. Ça pourra... n'en déplaise à certains. N'en déplaise à certains. Mais faut qu'on fasse un défenseur. Faut qu'on fasse un défenseur, ouais. Faut qu'on fasse un défenseur. On a déjà fait un attaquant, un gardien, un milieu. Latéral ou central ? Comme tu sens. Je sais qu'il y a un latéral dont on a envie de parler. Je pense qu'on va faire un central. On va rester dans l'axe. On remplira les côtés après. Parce que les latéraux, il y en a un qui va beaucoup nous amuser et un qui va beaucoup nous amuser, mais dans l'autre sens. Ouais. Non, on va prendre un central, je pense, au prochain épisode. En plus, il est un peu libre en ce moment. Allez. Ouais. On remercie le Magenta Center, comme toujours, comme évidemment. Comme toujours. Pas de mec qui tape ses Roblox actuellement, c'est assez calme. Ouais, parce qu'on a perdu celui qui était sur la VR. Ouais, n'hésitez pas à venir si vous voulez essayer des casques en VR et jouer. Il y a un tas de trucs. Je vois qu'il y a des PS5 aussi. Il y a des PS5, il y a même des tablettes, des téléphones, il y a des salles de conférence pour si jamais ceux qui souhaitent. Vraiment, il y a de tout. Il y a même des salles de meeting. Je prévois de la booker le jour où je ferai ma conférence sur Bruno Fernandes. Parce qu'on en a pas parlé pendant l'épisode. Le jour où je ferai ma conférence sur Bruno Fernandes, je louerai le Magenta Center. Mais en tout cas, restez branchés parce que l'équipe se complète et vous allez avoir de belles surprises. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. La République tchèque s'est qualifiée, ouais. Oui, si. Oui, je pense qu'on fera un petit truc pour la Coupe du Monde quand même, mais, pour dire qu'on la regarde pas. Parce que moi, je vais pas me lever à 3h du matin pour regarder des matchs de merde. Ça de vide. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Si, il faut que je me motive, il faut que je le dise en live, sinon je le ferai jamais. N'hésitez pas aussi, mettez un petit like, activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout simplement pour avoir des notifications quand je me déciderai enfin à cliquer sur lancer le live.
Je pense pas qu'on ira sur Twitch tout de suite, par flemme de créer un compte et ça va être le bordel de faire une multidiffusion. Mais en tout cas, on a prévu de faire des petits lives sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai beaucoup d'idées de jeux, notamment de revenir à chaque fois que j'en parle. Football Manager. Football Manager, mais le 2026, évidemment, ce serait trop simple. Donc, je pense que je partagerai à un moment ou à un autre ma save sur le Football Manager 2016. Parce que je suis champion avec la Lazio, il est temps d'aller gagner un nouveau titre. Pourquoi la Lazio ? C'est absolument pas pour les sombres histoires un peu inventées. J'en parlerai pendant le live, je ferai toute l'histoire de la Lazio. Mais c'est trop tard là maintenant pour en parler. Tout simplement parce que on a décidé depuis le début que les couleurs du podcast c'était bleu et blanc, tout simplement avec le Hertha et l'Espagnol. J'avais pas envie de prendre le Hertha parce que c'était trop évident. J'avais pas envie de prendre l'Espagnol parce que j'avais pas envie de subir la pression de Clarence qui m'allait me demander pourquoi j'avais vendu Ravi Poido. Donc, dans un autre championnat, en Italie, le club qui était en bleu et blanc, c'était la Lazio. Ça tombait bien, on aime bien l'Inter, ils sont amis avec l'Inter, donc il y avait absolument aucun conflit, c'était incroyable, je pouvais aller tabasser la Juve avec l'esprit serein, et c'est pour ça qu'il va y avoir des lives là, comme ça. J'hésite même, alors attends, je te préviens, parce qu'on a parlé de Paris-Roubaix, j'ai relancé aussi Pro Cycling Manager, mais le 2023, et j'ai repris mes vieilles habitudes de modding et de création de maillots, etc. J'ai dans l'idée de créer le en vrai cycling team sur le jeu et d'essayer d'aller gagner le Tour de France avec Thibaut Pinot, évidemment. Thibaut Pinot et le maillot du en vrai cycling team dans Pro Cycling Manager. Donc voilà, maintenant je le dis en live, histoire de me forcer à le faire. Restez bien abonnés à la chaîne et normalement ça devrait arriver quand j'aurai le temps et quand tout sera prêt dans mon appartement. Let's go. Et aussi des émissions, peut-être qu'une fois que ça marchera bien, on pourra faire des petits trucs. On pourra bien rigoler sur plein d'éléments. Ouais. Autre idée qu'on avait, c'est parce qu'à chaque fois on parle de balancer de regarder tous les matchs, par exemple de Falcao, etc. Il y en a sur YouTube. Il y a Footballia aussi. Il suffit de s'inscrire. C'est pas payant et vous pouvez avoir accès à tous les matchs. On pensait de faire des petites. Je vous balance un lien dans le chat. On lance tous le match et il n'est pas diffusé sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire ban alors que j'ai même pas de monétisation. Mais au moins chacun regarde le truc et on en discute ensemble. On rigole là-dessus. Il y a beaucoup de matchs très rigolos qu'on pourra regarder. Il y a plein de matchs intéressants, plein de trucs intéressants à voir. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà. À la prochaine. Super. Merci, à la prochaine. Ciao. Ciao.